Mercredi 21 mars 2024, Benoît Saint-Denis est revenu sur sa défaite face à Dustin Poirier et sur la suite de sa carrière. On aura aussi un mot sur l'événement qui arrive ce week-end, notamment avec Cameron Saaiman et Kurt Holobaugh. Et on parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et Benoît Saint-Denis était sous le feu des projecteurs hier soir puisqu'il était l'invité d'Ariel Helwani. Je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, Ariel Helwani c'est un énorme journaliste de MMA, un des plus grands de la planète, et il a un show qui s'appelle The MMA Hour qui est ultra suivi, c'est en direct sur YouTube, les replays font un carton, etc. etc. Et donc quand t'es invité là-bas, forcément tout le monde entend ce que tu as à dire. Et il a expliqué qu'il avait connu, pour préparer son combat contre Dustin Poirier il y a quelques semaines, le meilleur camp de sa vie. Aucune excuse, et dit par contre c'est vrai que c'était une des pires fight week de ma vie, avec le staphylocoque, voilà, il avait 2 kilos de plus à cutter, et même voilà, franchement il a pas cherché d'excuses, il s'est expliqué, je vous en parle tout de suite. Tout d'abord il a dit qu'il a eu des mauvaises sensations toute la semaine, déjà dû au staphylocoque, et il dit le jour du combat, j'ai toujours un petit rituel pour m'échauffer, c'est-à-dire que j'ai une balle de tennis que m'envoie mon entraîneur, et moi je dois la rattraper, bon il est pas resté dans le détail, mais on comprend que c'est un jeu de réflexe, un jeu de rapidité. Et il dit voilà, un jour normal, quand je fais ce jeu-là avec mon entraîneur, je rattrape la balle 7 fois sur 10. Il dit le jour du combat, d'habitude, c'est soit 9 fois sur 10, soit 10 fois sur 10, parce que je suis ultra concentré, je suis à fond. Et il dit là, le jour du combat, cette fois-ci, je l'ai rattrapé seulement 2 fois sur 10. Je sentais que mes réflexes n'étaient pas là, je sentais que j'avais du mal à me concentrer. Et puis vous avez vu le middle que j'envoie au premier round, il est horrible, il n'y a aucune puissance dedans, il est moche. Forcément quelque chose n'allait pas. Il dit quand j'étais dans le dos de Dustin Poirier, j'avais pas la force de l'étrangler. Pourtant je sais que c'est une des façons de le battre. Il dit même Islam Makhachev l'a dit, quand tu prends le dos de Dustin Poirier, t'es bien placé pour finir le combat. D'ailleurs Charles Oliveira nous l'a prouvé. Et puis il dit voilà, contre Eliseu dos Santos, j'étais meilleur au 3e round de ce combat qu'au premier round contre Dustin Poirier. Mais il dit quelque chose de très intéressant et ça j'ai beaucoup aimé. Il dit même si j'avais pas été malade, Dustin Poirier aurait pu me mettre KO. C'est un tueur, c'est l'élite. Tout aurait pu arriver, mais là forcément ça m'a pas aidé. Et puis enfin il aimerait revenir une fois avant l'UFC Paris, alors peut-être fin juin, début juillet, puis combattre une seconde fois à l'UFC Paris, enfin une seconde fois cette année, enfin ça sera la 3e fois de l'année d'ailleurs. Mais voilà, il dit ouais, comme il y a les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu cet été en France, je pense pas que la carte aura lieu début septembre, mais plutôt fin septembre. Mais là, ça a été officialisé entre temps, donc c'est vrai, l'UFC revient toute fin septembre à Paris, donc il espère en être. Et Helwani, il dit ouais, c'est pas un peu tôt parce que tu nous as dit que t'avais encore le nez, il a eu le nez cassé, il a encore un cocard, tout ça. Il dit non, mais c'est bon, ça devrait le faire, je vais me remettre. Et puis bon, on sait qu'il aime combattre et lui-même l'a dit, il dit moi j'aime combattre, j'aime m'entraîner, j'ai envie d'y retourner. Pourquoi pas Benel Dariush me dit voilà, je vais rien demander à l'UFC, je suis pas en position de demander qui que ce soit. Je vais combattre n'importe qui dans le top 15, je ne veux pas la route facile, je veux affronter les meilleurs. Et dans l'idéal, il dit c'est que Dustin Poirier batte Islam Makhachev. Moi, je prends 2 victoires de suite, 2 grosses victoires. Et après, imaginez ma revanche pour la ceinture face à Dustin Poirier. C'est vrai que l'histoire serait magnifique. Tout ça, c'est pas fait bien sûr, mais en tout cas, il a l'air d'être de retour, Benoît Saint-Denis, il avait l'air bien dans sa tête, il avait meilleure mine que ce qu'il avait pendant toute la Fight Week, et puis voilà, moi, de l'entendre dire, même si j'avais pas été malade, j'aurais pu prendre un KO, on sait que voilà, mentalement, il est là, il est bien conscient de ce qui s'est passé, après, il dit quelque chose de très vrai aussi, il dit, oui, tout le monde me dit que mon jeu est très ouvert, bah ça, on le dit depuis le début, il dit, mais là, j'étais tellement cramé que j'arrivais pas à ramener les mains à la tête, et puis forcément, j'ai pris le crochet. Donc écoutez, c'était une mauvaise soirée pour Benoît Saint-Denis, on le sait, espérons que la suite soit meilleure pour lui. On a aussi eu Timbo, vous savez, le coach de Sean O'Malley qui est venu parler un peu de la situation d'O'Malley, etc. On ne sait pas trop ce que ça va donner la suite. Il dit le piège contre Chito Vera, c'était de le toucher, de se jeter sur lui et de se vider la jauge. Parce qu'on sait que Chito Vera, il peut être redoutable jusqu'à la dernière minute, même dans un combat de 5 rounds. Il dit, et quand Sean O'Malley l'a touché, et qu'il a vu qu'il n'arrivait pas à le finir, il s'est tout de suite calmé, j'étais très content, on avait travaillé là-dessus. Et concernant un potentiel combat contre Merab, j'ai l'impression qu'on en prend la direction. Et hier, je vous disais que Sean O'Malley a tweeté que quelque chose de gros arrivait, qu'il a vu un super entretien avec l'UFC. Timbo a dit oui, c'est vrai, il y a eu quelque chose de super bien, mais c'est pas à moi de le dire, il le dira quand il sera prêt à le dire. Il dit voilà, contre Merab, lui, il aura pas peur de se jeter dans nos jambes pour aller chercher un takedown, parce que Merab, il a la caisse pour faire 25 minutes à fond. Mais quand Merab va se jeter pour le takedown, ça va nous donner des options. Mais c'est vraiment un combat qui va être très difficile, c'est un tueur qu'on a en face. Il dit par contre Merab, je pense qu'il a jamais affronté personne avec le style de Sean O'Malley. C'est vrai qu'O'Malley a de la longe, il est très précis, il a un bon mouvement de jambe, il a un bon fight IQ, il le développe de plus en plus. D'ailleurs, Timbo a dit je suis très content que les gens s'en rendent compte. Donc comme quoi c'est pas rien.
Et puis il explique quelque chose d'assez drôle. Après le combat contre Vera, il y a Petr Yan et toute sa team qui les attendait en coulisses. Il dit ouais, j'ai jamais vu ça, les mecs nous ont embrouillés, même la sécurité de l'UFC a été un peu choquée, personne s'attendait à ça. Les gars nous attendaient, ils nous ont un peu insultés, tout ça. Il dit je comprends pas, moi j'ai voulu serrer la main à Petr Yan. Il dit parce que moi ok, il y a le show, on essaye de vendre le combat, tout ça, mais il dit par exemple, tu vois, à la fin du combat contre Marlon Vera, j'ai été serré la main à Marlon Vera et Vera m'a dit ouais, on sera jamais amis. Il dit moi je comprends pas, voilà, on a vendu le combat, on s'est affronté, maintenant c'est fait, c'est terminé. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et puis on lui dit, ouais, pourquoi Sean O'Malley, il a tweeté qu'il allait bientôt affronter Merab et que 2025 allait être une année exceptionnelle. Tout le monde a compris que Sean O'Malley n'allait revenir que en 2025. Il dit, non, ça c'était juste pour frustrer un peu Merab. Ça m'a fait rigoler. Franchement, ça m'a fait rigoler. On lui a aussi demandé s'il comptait un jour affronter une troisième fois Chito Vera. Il dit, écoute, là, dans les médias, ça fait aucun sens. On l'a vraiment dominé. C'est vrai, je suis d'accord. Il dit, il y a du monde avant lui. Le niveau dans le top 10 de la catégorie, il est complètement fou. Et il dit Chito Vera, il a un mental de champion, mais je pense pas qu'il en a les capacités. On l'a vu, ça fait plusieurs fois qu'on le voit, que Chito, des fois, ça plafonne un peu, hein, malheureusement. Voilà, c'est comme ça, tout le monde ne peut pas être champion. Il dit, je sais pas s'il va se remettre de cette performance, je lui souhaite. Après, s'il enchaîne les victoires, et nous aussi, on se retrouvera un moment, mais pour l'instant, ça fait pas partie du plan. Et puis pour un retour de Sean O'Malley, il dit pourquoi pas septembre, octobre ou novembre. L'idéal serait le mois de septembre à la Sphère. Donc moi là, j'ai vraiment l'impression que ça va se faire contre Merab. En plus, il a dit, il a laissé échapper, oui, quand on va affronter Merab, bon voilà, ça sera dans la grande cage. Comme s'il savait déjà quelque chose. Donc je sais pas, peut-être que je me fais un film, mais en tout cas, Sean O'Malley contre Merab, c'est la suite logique. Moi, c'est le combat que je veux voir, même avant de le voir monter contre Topuria, etc. Prendre Merab, ce serait déjà quelque chose d'énorme. Ce week-end, on a un UFC, hein, c'est Rose Namajunas qui est en main event. J'avais complètement zappé cet UFC là, pas qu'il y avait un UFC, mais que Namajunas était main event. Mais écoutez, ça va être une belle carte, hein. Je vous en parle tout de suite. Tout d'abord, il y a le combat de Kurt Holobo. Kurt Holobo, je vous ai fait un épisode spécial sur lui la semaine dernière. Il a une carrière totalement atypique, je vous invite à aller la voir. La vidéo, elle a pas fait des super vues, mais je comprends, le mec il est inconnu, personne ne sait qui c'est. Donc là, si vous m'écoutez, n'hésitez pas, elle dure pas très longtemps, c'est une dizaine de minutes, je vous explique toute sa carrière. Très intéressant, mais il a donné une interview, hein, Holobo, et il explique que lui, il a un gym dans sa ville, hein, il tient une salle, et que donc ça lui permet d'être tous les jours à l'entraînement, qu'il donne plusieurs cours par jour, donc il est à fond dedans, c'est sa passion, c'est sa vie, c'est son gagne-pain. Il a pas gagné énormément d'argent avec les combats, même s'il a gagné l'Ultimate Fighter, il a pris, je crois que c'est 50 000 $, mais bon, quand même, quand t'as une carrière entière, une famille à faire vivre et tout, 50 000 $ c'est bien, mais tu fais pas ça tous les mois, hein, je vous rassure tout de suite. Il dit même quand je suis hors camp, je m'entraîne au moins 5 fois par semaine, puis je suis à la salle tous les jours, donc je vois les mecs évoluer, j'ai des combattants qui sont au PFL, au Bellator, j'en ai quelques-uns qui sont proches de l'UFC, donc qui côtoient quand même le haut niveau quotidiennement. Il va aussi s'entraîner parfois à Kill Cliff pour avoir d'autres sparring partners, puis je pense essayer de ramener des mecs dans sa salle aussi, hein. C'est comme ça que tu fais monter le niveau. Toi, tu as une salle, tu vas voir l'élite, tu leur dis bah moi tiens j'ai une salle, si un jour tu veux venir t'entraîner, le mec il vient, puis voilà, ça fait effet boule de neige, hein. On sait très bien comment ça se passe. Barberena en avait parlé, bon ça lui a pas porté chance pour son dernier combat la semaine dernière, mais écoutez, c'est comme ça. La dernière fois qu'il a combattu, c'était au mois d'août, il a dit qu'il voulait pas rusher les choses, bon on le comprend, hein. Il a été à l'UFC une fois, il s'est fait cutter, il est revenu, il s'est refait cutter, il a fait l'Ultimate Fighter. Tout ça, j'en parle dans ma vidéo de la semaine dernière. Mais voilà, c'est une carrière vraiment très atypique. Donc voilà, il voulait pas revenir trop vite. Je pense que là, il est à l'UFC. Il veut aller chercher sa première victoire officielle. Il y a eu la victoire du TUF, c'était dans la cage de l'UFC, une soirée UFC, mais ça faisait toujours partie du TUF. Je pense qu'il veut une vraie victoire à l'UFC, ça doit vraiment lui tenir à cœur. J'espère que c'est pas une cause de grosse pression, une cause de stress qui pourrait le faire déjouer. On aura la réponse ce week-end, il est main event des prélims. Il dit j'aurais quand même voulu revenir un petit peu plus tôt, mais bon c'est pas grave, ça se fait maintenant, août, mars, bon voilà, il y a un petit lay-off, mais c'est comme ça. Et puis concernant son adversaire du week-end, il dit ouais c'est un mec qui n'excelle nulle part, mais qui est bon partout, donc faudra être vigilant. Écoutez la réponse ce week-end. On a aussi le retour de Cameron Saaiman, ce combattant sud-africain très jeune, 23 ans. Il était invaincu, malheureusement, il a perdu son dernier combat contre Rodriguez, hein, si je dis pas de bêtises, le chasseur de jeunes prospects invaincus. C'est un retour en bantamweight. Alors en fait, Rodriguez avait loupé le poids la fois dernière, donc ils ont fait le combat en catchweight. Il va avoir un adversaire face à lui qui frappe très fort, c'est Talbot, si je dis pas de bêtises. Il dit mais moi j'ai déjà affronté ce genre de gars, donc ça me va. On est tous les deux très créatifs, on va y aller à fond. Et vous allez voir, je n'ai pas du tout été affecté par ma défaite, ça fait partie de l'histoire. Il pensait avoir gagné le premier round et le troisième round dans son dernier combat. Il dit mes coachs aussi. Et à la fin du combat, avant la décision, Michael Bisping, quand il est rentré dans la cage, il m'a félicité. Du coup, moi j'étais super confiant. Et puis finalement, j'apprends que j'ai perdu. Il dit bon, c'est comme ça. Je suis toujours invaincu en bantamweight. Bon, c'est une façon de se rassurer. Il le dit un peu en rigolant. Puis comme il dit, j'ai seulement 23 ans. Il faut que je continue à évoluer. C'est vrai qu'il vaut mieux que cette défaite lui arrive tout de suite dans sa carrière que plus tard.
Et puis il dit ouais, dans ma team, c'est soit je suis en camp d'entraînement, soit j'aide les autres qui sont en camp. Et du coup, c'est la mentalité de la salle. On est une équipe, on avance ensemble, on est toujours là, on est toujours à fond. Mais il dit, là, je sens qu'il faut que j'apprenne à écouter mon corps. J'ai beaucoup de blessures, j'ai des blessures qui traînent. J'ai une opération de l'oreille et une opération du nez. Je peux de nouveau respirer par le nez. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et je peux vous dire que c'est un vrai luxe. Donc maintenant, il faut que je fasse attention à moi. C'est vrai, hein, quand tu veux aller chercher le titre, à un moment, il faut te ménager. Khabib Nurmagomedov, je sais pas si vous vous rappelez, mais pendant un moment, il était tout le temps blessé avant d'exploser, avant son dernier run à la ceinture. Et il le disait, c'est beaucoup le surentraînement. Islam Makhachev en a parlé. Ils ont tous appris de ça dans la team Khabib. Hein. Umar Nurmagomedov en a parlé aussi récemment. Il dit, moi, je suis pas un robot. Si je m'entraîne tout le temps à fond, je vais me blesser. Donc voilà, personne ne déroge à la règle. Souhaitons-lui le meilleur pour ce week-end. Et puis forcément, moi, je vous en reparlerai lundi. Sinon, on a Paulo Costa qui nous explique qu'il a un combat, ça y est, c'est signé, on sait pas contre qui, il l'a pas dit, ça va peut-être tomber dans la journée, là j'enregistre, on est le matin, on verra ça, mais Paulo Costa, il faut qu'il soit actif. Contre Robert Whittaker, il a quand même été bon, honnêtement, je l'attendais pas à ce niveau-là. Depuis qu'il a perdu Paulo Costa contre Israel Adesanya, c'était la descente aux enfers, mais là je trouve que ça va mieux, et franchement ça a fait plaisir à voir, la catégorie est pleine de talent, donc il a peut-être son mot à dire là-dedans, même si je le vois pas aller chercher la ceinture, mais écoutez, sait-on jamais. On a Dan Hooker, lui, qui chasse Benel Dariush. Il lui dit Benel Dariush, je vais smash your face. Donc en gros, je vais te casser la tronche à l'International Fight Week. Pourquoi pas? Donc ça peut faire un concurrent à Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis voulait Dariush. Dan Hooker le veut aussi. Dans les deux cas, ça ferait un très beau combat. On a vu, ça y est, que l'UFC Paris aura lieu le 28 septembre. Voilà, je voulais vous le dire tout à l'heure, c'est le 28 septembre. Et Matt Frévola qui dit, ouais, cette date marche pour moi, comptez-moi sur la carte. Donc Frévola, depuis qu'il a affronté Benoît Saint-Denis, je pense qu'il est tombé amoureux de la France. Il a dû recevoir des messages, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a beaucoup aimé en tout cas. Et puis alors ça, c'est une déclaration qui va faire plaisir à certains, souvent aux hardcore fans, aux anciens, aux pionniers, les fans pionniers. Ça c'est Jared Cannonier qui explique que lui, il a toujours été un fighter clean. Donc pas de dopage, mais surtout clean avec lui-même. Il dit, moi j'ai jamais fait de cinéma, je suis jamais venu avec des costumes, j'ai jamais voulu faire du trash talk, j'ai pas fait de cirque, moi je suis toujours venu pour combattre, c'est pour ça que je suis payé, et c'est pour ça que je viens. Si vous m'aimez, tant mieux, si vous m'aimez pas, tant pis. Et c'est parce qu'on lui avait demandé pourquoi il aimerait être... S'il devait laisser une trace dans le MMA, ce serait quoi? Il a dit, voilà, un fighter clean, qui fait pas de fioritures, je suis pas là pour faire de la danse. Bon, c'est un peu un clin d'œil à Adesanya, on a compris, hein, les costumes, etc. J'ai toujours été moi-même. Donc je sais que ça va faire plaisir à beaucoup qui pensent que le MMA est un peu trop devenu un show. Et puis enfin, on a Robert Whittaker, vous savez, lui qui a battu Paulo Costa justement il y a quelques semaines. Il explique que le matin du combat, il avait mal à la gorge, et vous allez voir, on est passé tout près d'avoir une annulation de combat ou d'avoir un Robert Whittaker totalement diminué dans la cage, puisque le matin du combat, il dit, ouais, je me lève, j'avais mal à la gorge, je me suis dit, ouais, vas-y, c'est rien, on va aller au combat. Il dit, le combat s'est très bien passé, j'ai gagné, c'est super. Et il dit, les 2 jours qui ont suivi, j'ai eu une grippe de dingue, j'ai jamais été malade comme ça, le retour en Australie dans l'avion était horrible, mais je suis content que ça ne me soit pas arrivé juste avant le combat. C'est vrai que ça aurait été très énervant pour lui, il a souvent été blessé, Robert Whittaker, il y a eu ses problèmes de dépression, etc. Là, il se rapproche de la ceinture, c'était pas le moment d'exploser en vol, j'ai envie de dire. Et puis il dit, voilà, l'enjeu pour moi dans ce combat, c'était de retrouver de l'agressivité, j'étais trop passif contre Dricus du Plessis. Bon, il l'a dit, je l'ai pris un peu de haut, Dricus du Plessis. Il dit, et ça passe par l'entraînement, il faut toujours vouloir gagner tous les sparring. Tu vas en sparring, c'est dur, mais tu veux gagner le round, tu deviens agressif, et comme ça, le jour du combat, t'as faim. Il dit, contre Dricus du Plessis, j'avais pas envie d'être là, le camp avait été plein de blessures, je m'étais entraîné en gaucher quasiment à 100%, parce que les blessures faisaient que je pouvais pas m'entraîner en droitier, j'étais fatigué, et là, quand j'ai affronté Paulo Costa, j'avais peur que ça recommence dans un coin de ma tête, et je me disais, oh, attention, tu connais les sensations quand ça va pas, il faut surtout pas que tu sois repris là-dedans, et il comprend forcément ce par quoi sont passés Dustin Poirier ou encore Alexander Volkanovski. Et pour son retour, il aimerait le faire à Sydney. Là, on se rapproche, il y a une carte en Australie qui va tomber. Il dit là, ça sera un combat contre Sean Strickland, ce serait vraiment cool. Moi, je veux quelqu'un qui va me rapprocher du titre. Je pense que je suis à un combat de ma chance pour le titre. Et au vu de sa carrière, je pense qu'il a mérité un Robert Whittaker. Moi, j'aimerais beaucoup le revoir avec la ceinture autour de la taille. C'est un combattant complet, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Autant je vous disais l'autre jour que j'aimais pas le style d'Ovin Saint-Preux, autant Robert Whittaker, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai toujours peur pour lui parce qu'il combat toujours des tueurs. Lui, il a vraiment combattu tout le monde. Quand il était champion, c'est vrai qu'il y a eu du Romero. Bon, ça tournait un peu en rond, il a perdu contre Adesanya, mais après, il a pris Gastelum. Il a pris Cannonier aussi, je crois, il a pris Vettori, et toujours comme il a la garde un peu basse, il est très mobile, il rentre, il sort, j'ai toujours peur qu'il se fasse prendre le menton. J'ai toujours des petites suées quand il combat, mais franchement c'est un combattant que j'aime beaucoup, puis je l'avais vu en vrai au premier UFC Paris, c'était un sacré nom sur la carte.
Et puis il dit pourquoi pas être sur la même carte que Israël Adesanya contre Dricus du Plessis. C'est vrai que si l'UFC revient en Australie, on pourrait avoir le retour d'Adesanya contre Dricus du Plessis, main event. Comme main event, tu nous mets Strickland contre Whittaker. Bon, dans le vestiaire, je sais pas comment ils vont faire, parce que Strickland, tu peux le mettre avec personne. Tu vas pas le mettre avec Whittaker s'ils vont s'affronter. Tu vas pas le mettre avec du Plessis parce qu'il va l'insulter. Adesanya, c'est pareil. Mais bon, écoutez, on verra ce que ça donne. Et puis là, c'est sûr, une victoire contre Sean Strickland sur la même carte que Adesanya, Dricus du Plessis. Je pense qu'ensuite, ce sera forcément un combat pour le titre. Et écoutez, maintenant, je vous remercie d'avoir suivi l'émission. Si vous pouvez penser à liker, vous abonner, en parler autour de vous, vous connaissez la chanson. Et on passe tout de suite à la minute auditeur. Et je commence avec PPFF qui me dit « Je suis dégoûté pour Strickland. Pour moi, il y avait au max un draw contre Dricus du Plessis. Et s'il demande la revanche à ce point, c'est qu'il a vu des failles. Et pour moi, le niveau de Khabib est devant celui d'Islam car il mettait la pression à ses adversaires du début à la fin. Et ce, même debout, sachant qu'il avait un striking très approximatif. Et quand je revois la phase qui a mené au triangle choke contre Justin Gaethje, je suis encore bouche bée. J'aimerais bien cependant voir Islam faire 2 défenses de titre en lightweight, prendre la ceinture des welterweight et se retirer en laissant la place à Ousmane, donc Ousmane Nurmagomedov. Pour commencer, pour Strickland, ouais, je suis d'accord, c'était serré. Après, tu vois, c'est ce que j'avais dit à l'époque, Strickland, il a pas fait ce qu'il fallait pour montrer qu'il était meilleur. Je trouve qu'il a fait le strict minimum, donc quelque part, il a été pris à son propre jeu. Maintenant, il aurait gagné, j'aurais pas crié au vol. Et ce qui est vrai, que j'entends beaucoup, c'est que si c'est Adesanya qui avait fait la même performance, Adesanya serait reparti avec la victoire. Et je pense que c'est vrai, mais moi, Adesanya, je lui ai souvent reproché, je l'ai déjà dit ici, hein, de boxer comme un champion, de combattre comme un champion. C'est-à-dire, moi, je suis champion, j'ai la ceinture, viens la chercher, mais c'est pas moi qui vais faire le combat. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne en général. Strickland, il a eu du mal à démarrer dans son affrontement face à Dricus du Plessis. Bah, malheureusement, c'est pas passé pour lui. Concernant Khabib, moi, je trouve qu'il a été très fort dans la carrière de Khabib, c'est qu'il a fait que progresser au fur et à mesure. Tu vois, au début, on pouvait dire, ouais, c'est un combattant chiant. Je rappelle quand il affronte Al Iaquinta, c'est pas un combat génial, il arrive pas à finir Al Iaquinta, donc on peut se dire, attends, quand il va affronter le gratin, ça va être autre chose. Et là, il finit McGregor, il finit Poirier, il finit Gaethje. Tu vois, il a progressé tout au long de sa carrière, et à la fin, je me souviens, moi, quand je voyais Khabib combattre, je me disais, attention, à quel moment ça va toucher le sol, à quel moment on va aller au sol, et combien de temps le mec en face va tenir. C'était toujours ça, et est-ce que Makhachev va pouvoir progresser dans sa carrière? C'est aussi ça qui va faire la différence. Mais il y a une petite compétition très saine entre les deux, je trouve. Et puis, est-ce que Ousmane arrivera à l'UFC? Ben écoute, pourquoi pas, ça sera un Nurmagomedov de plus. Imagine si t'as Makhachev qui a la ceinture des welter, Ousmane qui prend les légers, puis peut-être Oumar Nurmagomedov qui prend les batams. Ça va faire du monde, mais bon, il y a du talent dans cette équipe. Après, maintenant, il faut réussir, hein. Il y a du monde en face aussi, il y a du monde à battre. J'ai Aferp qui me dit « Ce serait beau si Manon Fiorot ramène la première ceinture incontestée en France, l'histoire serait incroyable, et comme c'est une femme, ça pourrait être une source de motivation pour les jeunes filles, et aussi démocratiser un peu plus le sport dans la gente féminine. » Et ben écoute, moi je pense à ça, surtout si c'est Manon Fiorot qui ramène la première ceinture, ce qui est de plus en plus probable, hein, même si les deux qui sont tout là-haut, ils vont être durs à aller chercher, mais écoute, elle est bien placée pour l'instant, va falloir gagner la semaine prochaine, bien sûr. Mais je me souviens, moi, à l'époque, bon, l'histoire récente, hein, quand il y a Tom Duquesnoy qui arrive à l'UFC, on s'est dit « Ouais, ça y est, c'est le premier Français qui va aller chercher la ceinture, c'est sûr, il est archi complet, il est super fort, tu vas voir, c'est lui qui va ramener la ceinture. » Finalement, on a vu que bon, ça s'est pas très bien passé pour lui. Ensuite, on a eu Cyril Gane, on s'est dit, ouais, là, ça y est, c'est bon, Cyril Gane, c'est sûr. Quand il y a eu le combat contre Ngannou, ouais, il est meilleur que lui partout, surtout au sol. Bon, bah, finalement, on a vu. Là, il y a eu Benoît Saint-Denis dernièrement, qui est monté très fort. Bon, bah, là, il vient de prendre un revers, mais ça veut pas dire qu'il sera jamais champion. Et si c'est Manon Fiorot, bah, elle sera arrivée dans l'ombre. En plus, elle est plutôt introvertie, hein. C'est pas celle qui parle le plus. Ça serait bien pour elle, puis surtout, ce serait bien pour la France. Hein. Moi, femme ou homme, je m'en fous. Franchement, tant qu'il y a une ceinture qui revient en France, c'est génial. Donc, je serais très content pour elle. Et puis il y a Jordan Herman qui me dit le combat d'Epeng contre Waldo est officiel pour le 11 mai à Saint-Louis dans le Missouri sur la carte de Joussé contre Gooden et de Frevola Johnson. Ça j'ai l'impression, ce que je te répondais, donc ouais c'est vrai c'est officiel, j'ai été voir aussi, machin, pas de problème là-dessus. Ça va être une carte pour les hardcore fans je pense, pour les gens qui suivent depuis un moment, une carte qui va pas faire beaucoup de bruit mais je pense que ça va être une belle carte à suivre, j'aime beaucoup ce genre de carte. Et puis tu me dis c'est bien que Robellis enchaîne au vu de son âge, s'il bat Waldo c'est du top 15 directement derrière. Et ouais je suis d'accord avec toi, je pense que l'UFC va pousser. L'UFC va avoir envie de le faire monter, un mec qui vient du taekwondo, un poids lourd, tu sais, un poids lourd qui peut nous mettre un coup de pierre tourné, sauter, je ne sais quoi. C'est toujours très impressionnant, c'est toujours très vendeur. Et donc je pense que l'UFC va pousser derrière, t'as raison. Et il y a Link qui me dit, pour la télé-réalité, ça se confirme, sur M6, hein, j'en parlais hier, avec Greg MMA et Jérôme Le Banner et Morgan Charrière aussi. En gros, ils feront aussi un tournoi pour détecter le meilleur combattant en amateur ou en pro pour signer un nouveau combattant, peut-être à l'arrêt ou dans une autre organisation. Ouais, l'autre organisation, c'est le KOF, King of Fight, je sais plus quoi, c'est l'organisation de Le Banner. Enfin, Le Banner, il fait la promo pour cette organisation-là, je pense qu'il a des billes là-dedans. Ils font le tour des casinos en France, ils étaient au Havre la semaine dernière.
Ils font tous les casinos de France, enfin plusieurs casinos de France, et ils font des combats de MMA là-dedans. Il y a des amateurs, il y a des professionnels. Donc ouais, ça a l'air de bien se passer. Et puis bah pour la promotion de Le Banner, c'est un bon coup de pub aussi. Mais écoutez, on a fait le tour de l'actu pour aujourd'hui. Je pensais pas que ce serait aussi long, il n'y avait pas énormément de choses à dire. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver demain. J'y mets pas ma main à couper, mais bon, je vais faire le maximum. Et puis sinon, je vous renvoie à ma vidéo sur Kurt Oloba, hein. Franchement, j'espère que vous allez apprécier. On le connaît pas ce gars-là, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et on se retrouve sinon lundi, mais j'espère beaucoup demain. Passez une bonne soirée. Salut.